conférence de lancement, elle est co-organisée par la préfecture de région avec la DRAF et la direction de la mer, la collectivité de Corse via l'ODARC et la Chambre d'agriculture de région Corse. Je remercie par avance tous les participants. Cette conférence, elle est placée sous la présidence de Monsieur le préfet de Corse, de Monsieur le président de l'ODARC, de Monsieur le président de la Chambre d'agriculture. Je salue la présence de Monsieur le préfet de la Haute-Corse, de messieurs les directeurs de la DRAF et de la direction de la mer, de monsieur François Casabianca pour le CESEC, des directeurs de l'enseignement agricole, des représentants syndicaux, des représentants des filières de production, des représentants des industries agroalimentaires et de la grande distribution, la présence de l'ARAT. Et je vous propose maintenant de vous présenter le programme. Un partage d'écran, ça y est. Alors, je vais commencer par vous présenter le programme. Nous allons faire un partage d'écran. Donc, cette séance sera ouverte par monsieur le préfet de région, puis ensuite par les présidents de l'ODARC et de la Chambre d'agriculture. Nous allons vous présenter la démarche, vous présenter l'état des lieux des productions agricoles et aquacoles en Corse. Nous aurons le plaisir d'accueillir le témoignage d'Olivier Valéry, qui est président de l'Arrière-Corse. Ensuite, nous allons vous exposer la méthodologie et le planning qui va nous conduire à aboutir, à finaliser nos travaux sur la souveraineté alimentaire pour la Corse. Et la clôture sera faite par le président, moi-même et monsieur le préfet. Avant de passer la parole à monsieur le préfet, je voulais vous préciser les modalités que nous avons retenues pour cet exercice. Cette conférence, tout d'abord, elle est enregistrée et pour sa bonne tenue, les micros des participants sont coupés pendant les interventions. Pour toute intervention ou toute question que vous aurez à poser, vous êtes invité à les poser dans l'onglet que vous avez en haut de votre écran, via le chat, l'onglet conversation ou l'onglet QR. Nous allons traiter ces questions au fur et à mesure. À la fin de chaque bloc d'intervention, il y aura un temps de réponse et un temps de parole. Vous verrez, lorsque l'on va vous présenter plus avant la méthodologie, que vous pourrez avoir, que nous aurons des ateliers en présentiel qui seront plus particulièrement destinés aux échanges et au travail en collectif. Je vous prie maintenant, monsieur le préfet, de bien vouloir introduire cette conférence de la souveraineté alimentaire. Merci beaucoup, madame la directrice générale, monsieur le président de la Chambre, monsieur le président de l'ODARC, monsieur le préfet de Haute-Corse, cher Michel, et mesdames et messieurs. Alors, vous ne les voyez pas à l'écran, mais je suis entouré de Pierre Papadopoulos, le DRAF, et de son équipe en charge des questions d'alimentation. On est très heureux de cet exercice et on est très heureux de pouvoir le conduire avec vous. Et mes premiers mots sont donc d'abord pour vous remercier, en particulier l'équipe de la Chambre qui a préparé cet exercice. Vous allez le voir, chacun, tous ceux qui sont connectés, et vous êtes nombreux, vont pouvoir le constater. Il y a beaucoup de matériaux, beaucoup d'éléments dans ce qui va vous être présenté. Et donc, il y a une base de départ pour ces conférences de souveraineté alimentaire qui est très substantielle et très impressionnante. Évidemment, cet exercice qui se déploie au niveau national est important, et vous verrez là aussi les définitions de ce qu'est la souveraineté alimentaire, et chacun comprendra qu'il a une résonance particulière pour notre île, à la fois parce que notre agriculture, et je ne fais pas l'injure de vous l'apprendre, est tirée par quelques filières d'excellence, agrumiculture, viticulture, pisciculture aussi, qu'il ne faut pas oublier, mais qui doivent continuer à être consolidées et surtout qui doivent pouvoir entraîner le développement d'autres filières. Et puis parce que l'insularité nous conduit à être dépendants de flux logistiques, et dans un certain nombre de cas, on se dit que pour compenser cette dépendance, pour compenser le surcoût qu'elle entraîne sur le panier alimentaire de nos concitoyens,
il pourrait y avoir dans les assiettes de nos jeunes, de nos anciens, des productions locales, et il faut qu'on arrive à réfléchir aussi là-dessus. On le verra sur les circuits courts, etc., etc. Les réponses en la matière sont d'ailleurs pas évidentes. Parce que qui dit production locale dit quand même venue en Corse d'aliments ou de poussins, par exemple, je pense aux œufs ou à la volaille. Donc les réponses sont pas évidentes, mais en tout cas les questions méritent d'être posées. J'ajoute que cet exercice, pour ce qui nous concerne, il est intimement lié à un autre exercice qui est celui de la suite du plan Ambition Corse. Vous avez tous en tête que jusqu'à la fin de l'année 2025, nous avions un plan pluriannuel dit plan Ambition Corse qui se traduisait par notamment par un apport de l'État à hauteur de 3 ou 3,5 millions d'euros. Nous avons pu, grâce à nos efforts conjoints, obtenir une prorogation de ce plan à hauteur de 3 millions d'euros pour 2026, mais avec une contrepartie qui est de nous mettre en capacité de présenter à l'été 2026, autant dire qu'on y est presque, ce que nous proposions pour la suite de ce plan Ambition Corse et de nous retourner ensemble, Chambre, service de l'État et ODARC, vers la ministre de l'Agriculture pour lui faire cette proposition-là. Et évidemment, ce que nous allons nous dire cet après-midi et puis dans la suite des travaux sur les conférences de la souveraineté alimentaire, va alimenter, pardon du terme, va alimenter ce que nous allons présenter à la ministre de l'Agriculture. Comme je le disais tout à l'heure, et je ne serai pas long, il y a déjà, et vous allez le constater, beaucoup de matériel, beaucoup d'éléments. Il y a déjà eu beaucoup de réflexions sur le sujet. Les travaux menés par la Chambre en 2023, les travaux menés par le CESEC aussi sur l'autonomie alimentaire. Euh, donc, l'idée, si vous me pardonnerez de l'exprimer comme ça, c'est pas de refaire tout le travail qui a été fait, c'est pas de refaire le monde, mais c'est plutôt d'essayer, dans tout ce qu'on va voir ensemble, au travers des différents groupes de travail qui vont être mis en place, d'identifier les 3, 4, 6, 10 actions qui seront déterminantes pour les quelques années à venir, seraient des actions concrètes sur lesquelles on pourrait ensemble concentrer nos énergies et nos efforts. Voilà ce que je voulais dire, un peu la manière dont nous voyons les choses ici. Je crois que c'est assez partagé. Et voilà tout simplement les enjeux de l'exercice qui s'ouvre et auquel je remercie l'ensemble des participants de se prêter et pour lequel je remercie l'ODARC et la Chambre d'avoir vraiment fait un très très gros travail de préparation qui va pouvoir vous être présenté maintenant. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Monsieur le Président de l'ODARC, je vous propose de prendre la parole. Bonjour à tous, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture régionale, Mesdames et Messieurs. C'est bon, je vous remercie. Au revoir. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour lancer cette conférence sur la souveraineté alimentaire. Un travail en commun a été élaboré avec la Chambre d'agriculture, les services de l'État et l'ODARC qui a permis de mettre en place ce webinaire avec l'ensemble des partenaires de l'amont et de l'aval, en partant de la production à la distribution, en passant par la transformation autour de la table. 3 enjeux pour la CDC et l'ODARC. Nous ne partons pas d'une feuille blanche. Hein. Il y a la LOA, il y a eu des ateliers qui ont été mis en place par l'ODARC, sur certaines thématiques. 3 enjeux pour la CDC et l'ODARC. L'autonomie alimentaire, tout en étant partie prenante de la démarche de contribution de la Corse à la souveraineté, la déclinaison des conférences en Corse doit être l'occasion d'aborder plus spécifiquement la question de l'autonomie alimentaire de la Corse dans le contexte de l'insularité. La prochaine PAC, afin que ces travaux ne soient pas un nouvel exercice sans retombées concrètes pour la Corse, les résultats de ces conférences devraient pouvoir soutenir les orientations pour la prochaine PAC en faveur du soutien à la production qui ont été évoquées avec le cabinet du ministre et pour lesquelles des réponses sont attendues.
un modèle de production en adéquation avec l'identité du secteur agricole corse, l'accroissement de la production, transformation requis pour conquérir des parts de marché du marché alimentaire de la Corse, doit préserver la dimension sociale, exploitation familiale, économie, capitaux locaux, environnementale et patrimoniale du secteur agricole. Il ne s'agit pas de mettre en place des systèmes intensifs ou des grandes unités d'exploitation. Aujourd'hui, on ne part pas d'une feuille blanche, on a un projet à construire. Ce projet, c'est celui de l'avenir de nos enfants et de l'ensemble de l'agriculture. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de Région Corse. Salut à toutes et à tous, Monsieur le Préfet de Région, Monsieur le Préfet de département, bonjour Président de l'ODARC, Paris tutti. Comme le Préfet l'a dit précédemment et Dominique Livry l'a rappelé tous les deux, aujourd'hui se tient un travail important, mais qui n'est qu'une étape, sur laquelle en amont, beaucoup de services ont travaillé en partenariat, que ce soit les services de l'État, de la région, de la Chambre. Une étape importante dans le sens où aujourd'hui la Corse est vraiment nourrie d'une nouvelle ère d'un point de vue agricole. Et il est certain que dans le cadre de la politique que nous voulons mener tous ensemble les décennies qui viennent, il nous semble impensable de rester dans ce schéma qui était le nôtre jusqu'à présent, il y a 30 ans en arrière, qui a duré plus de 2 siècles. Dans un contexte géopolitique mondial et surtout méditerranéen qui est inconfortable, dans un contexte climatique, environnemental aussi, où la Corse est une sentinelle en Méditerranée et où il va falloir niveau sanitaire notamment, et on l'a prouvé tous ensemble, que ce soit avec l'ensemble des syndicats, avec l'État, avec les services ACDC de l'ODARC, avancer main dans la main. Il est certain qu'aujourd'hui, il faut définir un plan global qui aille au-delà du simple fait agricole, mais qui puisse réunir, comme le disait Dominique tout à l'heure, en amont et en aval, les différentes filières, bien entendu, mais aussi l'aspect commercial, l'aspect aussi des transports qui est crucial pour une île, et bien entendu définir d'un point de vue sociétal et philosophique ce que nous voulons demain pour nourrir cette île. Donc je pense que cela fait bien longtemps que les planètes n'ont pas été alignées. J'en veux pour preuve donc, le travail qui a été effectué au niveau sanitaire cet été, tous ensemble. J'en veux pour preuve aussi, et je voudrais remercier particulièrement le préfet Ozic par rapport au travail que nous faisons chaque mois en Haute-Corse et qui va être fait bientôt en Corse du Sud avec le préfet Jalon. Donc, encore une fois, quand tout le monde tire dans le même sens, et c'est le cas aussi d'un point de vue syndical, on voit que la Corse avance. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose maintenant de repartager l'écran de façon à rentrer dans les présentations à proprement parler des travaux. Donc, la question, on l'a vu là avec les interventions qui viennent de se succéder, que la question de la souveraineté alimentaire, elle dépasse aujourd'hui largement le seul cadre agricole et aquacole. Et pour la Corse, qui est un territoire insulaire qui aspire à renforcer son autonomie et sa capacité de résilience, la question de la production agricole, de la pêche, de l'aquaculture est un enjeu stratégique majeur. Nous allons, dans un premier temps, revenir sur les enjeux nationaux avant d'aborder avec vous la phase territoriale. Merci. Donc, cette démarche, elle s'inscrit dans un contexte qui est relativement nouveau parce qu'elle est marquée par la loi du 24 mars 2025 qui fait désormais de la souveraineté alimentaire un objectif stratégique national. Cela a débuté par une présentation des travaux qui ont été engagés au niveau national lors du Salon de l'agriculture 2026 et qui est fondée sur la définition de la souveraineté telle qu'elle vous est présentée à l'écran. Pour la Corse, cet enjeu, il a une portée forte parce que nous sommes un territoire insulaire
qui est fortement dépendant des importations alimentaires, des transports, des approvisionnements extérieurs. La Corse, elle est particulièrement exposée à la fois aux crises économiques, aux crises climatiques, aux crises sanitaires et aux crises géopolitiques. C'est-à-dire que renforcer notre capacité de production agricole, de transformation et de mise en marché locale devient un enjeu majeur de résilience, de développement économique et de maîtrise de notre avenir. L'enjeu, lorsque l'on s'applique cette définition, est de maîtriser nos dépendances, de sécuriser certaines productions stratégiques et aussi de pouvoir choisir les modes de production que nous souhaitons développer pour la Corse en cohérence avec nos ressources, avec notre environnement, avec notre identité agricole ou aquacole et avec les attentes de la société. Et justement, pour revenir à ces attentes, il y a 3 grands facteurs qui nous obligent aujourd'hui à repenser notre modèle alimentaire. Dans la diapo, vous avez à droite, ce sont les évolutions de la consommation. On voit clairement que certaines consommations vont progresser fortement, notamment la volaille, les œufs, c'est-à-dire la protéine pas chère, alors que d'autres vont avoir tendance à stagner, voire pour certaines à reculer. Et ça va poser directement la question de l'adaptation de nos productions locales aux attentes du marché. Le deuxième facteur, il est géopolitique. C'est là le diagramme central. La crise énergétique qui a été liée à la guerre en Ukraine et aujourd'hui à la guerre en Iran nous a ramené et nous ramène encore brutalement à notre niveau de dépendance. Quand les prix du gaz, les prix du pétrole vont exploser, derrière, ce sont les engrais, les transports, l'alimentation animale, les coûts de production agricole ou aquacole qui vont augmenter. Et enfin, le troisième facteur, il est climatique, puisque la Méditerranée, c'est l'une des zones qui est les plus exposées au réchauffement. En Corse, ça signifie quoi concrètement? C'est la pression sur l'eau, l'augmentation des aléas, la fragilité des prairies, des risques sanitaires, de réchauffement de la mer, la modification des équilibres de biodiversité et des équilibres côtiers, la nécessité d'adapter nos modèles de production. Autrement dit, la souveraineté alimentaire, ce n'est pas seulement un sujet agricole et aquacole, c'est un sujet économique, stratégique et territorial. Alors, qu'est-ce que ça signifie réellement la souveraineté? Cette diapo rappelle un point essentiel, c'est que être souverain, ça ne veut pas dire vivre en autarcie, ça veut dire maîtriser ses dépendances. Tous les territoires vont importer une partie de ce qu'ils consomment, mais la vraie question pour nous est de quoi dépend-on, dans quelle proportion, et sommes-nous capables de sécuriser ces dépendances? Il y a une différence majeure entre des dépendances que l'on a choisies, que l'on a organisées et qui sont sécurisées au sein d'un espace européen qui est stable, et une dépendance que l'on va subir liée à des marchés mondiaux qui sont instables ou à des pays tiers. Pour la Corse, cette réflexion elle est fondamentale parce que notre insularité rend certaines dépendances plus sensibles. L'énergie, l'alimentation animale, les intrants, le transport, mais aussi les denrées alimentaires. L'objectif des assises n'est donc pas de promettre l'autosuffisance totale, mais de définir jusqu'où nous voulons renforcer nos capacités locales de production et de transformation et sur quelle filière cela a du sens. Cette souveraineté alimentaire, elle se mesure. Elle se mesure avec 2 indicateurs. Le premier indicateur, c'est le TAA, le taux d'auto-alimentation. C'est le rapport entre ce que nous produisons et ce que nous consommons. C'est celui que nous allons principalement utiliser dans les présentations qui sont à venir. Le second indicateur, il est aussi très important, c'est le taux de dépendance aux importations, c'est-à-dire qu'il mesure notre part de consommation qui dépend de l'extérieur. Et ces 2 indicateurs, on voit bien, ils sont très complémentaires. Parce qu'un territoire peut sembler globalement autosuffisant, mais va rester très dépendant sur certaines productions qui sont stratégiques. Pour la Corse, l'enjeu, ce sera justement d'identifier précisément nos dépendances filière par filière et de savoir où il est pertinent de renforcer notre capacité de production et notre capacité de transformation. Alors, venons-en à la méthode. La démarche qui est engagée par l'État et par le ministère de l'Agriculture, elle se construit en 2 temps. D'abord, une phase nationale qui est
en partie clôturés, avec des trajectoires de production à 10 ans qui ont été définies par les grands secteurs agricoles, en tenant compte des 3 facteurs d'évolution que je vous ai énoncés précédemment. Ces trajectoires, elles ont été présentées au Salon de l'Agriculture en février dernier. J'y reviendrai dans la diapo suivante. Et maintenant, nous entamons une phase territoriale qui nous concerne, et les rendus de ces travaux sont attendus la première dizaine de juillet. Donc, vous voyez qu'on est saisi sur un temps court et sur une durée courte. Ça ne nous empêchera pas pour autant, éventuellement, de continuer et poursuivre les travaux. Donc, notre objectif, c'est de territorialiser la réflexion. Qu'est-ce que ça signifie pour la Corse? Quelle contribution peut apporter notre territoire? Et surtout, quel projet structurant faut-il engager pour les 10 prochaines années? Au fond, la souveraineté alimentaire, elle ne se décrète pas, elle va se construire avec des investissements, des outils de transformation, de l'eau, du foncier, de la logistique, de la structuration des filières et, bien entendu, des hommes, donc le renouvellement des générations. Donc, voici dans cette slide un résumé des travaux des 7 grands groupes sectoriels. Alors, ces éléments vont permettre de nous situer l'ambition française d'atteinte de la souveraineté, et ils sont fixés avec des objectifs que vous le voyez, sont très quantifiés à échéance 10 ans. On voit là-dedans des tendances qui sont fortes. D'abord, il y a une volonté de reconquête sur la production où la France reste fortement importatrice, la volaille, les œufs, les fruits et légumes, la production de blé, certaines protéines végétales. On voit aussi des objectifs de consolidation des filières des ruminants, avec des enjeux sur l'engraissement, sur le lait, la production ovine caprine. On voit la nécessité d'une modernisation de la flotte vieillissante pour la pêche. Pour la Corse, cette lecture, elle est intéressante, mais nous devons construire notre propre ambition. Elle doit être adaptée à nos réalités. Nous ne partons pas des mêmes contraintes ni des mêmes potentiels que les grandes régions continentales. Notre réflexion, elle devra bien entendu tenir compte de l'eau disponible, du foncier mobilisable, des systèmes pastoraux, de nos débouchés locaux ou extérieurs à la Corse, de la saisonnalité touristique et de la capacité réelle des acteurs économiques à porter des projets. Nous n'allons pas copier les projets nationaux, nous allons construire ensemble une stratégie cohérente avec les ressources et les atouts de la Corse. Alors, la commande qui nous est faite dans ce volet territorial, ça repose sur 3 objectifs qui ne sont pas forcément à retenir dans l'ordre. Il faut définir quelle peut être la contribution réelle de la Corse aux objectifs nationaux de souveraineté alimentaire. Et pour ce faire, bien entendu, il faut fiabiliser un certain nombre de données, parce qu'avant de fixer des ambitions, il faut que l'on partage un état des lieux solide sur nos productions, sur nos consommations, sur nos dépendances, nos ressources, pour aussi en arriver à identifier des projets structurants qui feront l'objet d'une certaine forme de labellisation et qui seront priorisés dans l'accès au financement. Donc, la diapositive qui est présentée sur sa partie droite, elle montre bien qu'à l'échelle nationale, le maintien des produits de base pour alimenter le panier des ménages, il se traduit aussi par la nécessité d'augmenter la production et la transformation, même pour des produits que l'on estime où il n'y aura pas de progression en termes de consommation. Donc, maintenant, nous allons vous présenter l'état des lieux de la capacité d'auto-approvisionnement de la production agricole et piscicole de la Corse. Le premier volet agricole, sera présenté par mes collaboratrices, Sandrine Suissa, qui est responsable de l'Observatoire économique, et ensuite Laura Guillonnet, qui est ingénieure référence spécialiste en économie agricole. Et pour le secteur de la pêche, vous aurez l'intervention de Sandrine Adobati, qui est chef du service économie bleue, et de son adjointe, Rosen Audinet. Je leur laisse la parole. Merci à vous. Donc, nous allons vous présenter avec Laura un état des lieux actuel de la production et de la consommation en Corse. Pour cet état des lieux, donc, nous sommes appuyés donc, sur les données INSEE, donc sur une population corse de 360 000 habitants. On a considéré qu'il était important de pouvoir quantifier la population touristique qui consomme. Donc, nous avons
fait une estimation sur la base des unités. La consommation en unités, elle est par an et par habitant. C'est une donnée INSEE. Et vous verrez que l'on propose parfois sur certaines productions de modifier un petit peu cette donnée qui ne nous semblait pas cohérente par rapport à la consommation corse. Et enfin, pour la production, nous sommes appuyés sur les chiffres clés de l'agriculture corse. Eh bien, je laisse la parole à Laura pour les premiers graphiques. Merci Sandrine, merci Hélène, bonjour à tous, merci d'être présents. Alors, on va commencer cet exposé de présentation de chiffres. Vous allez voir, c'est assez condensé, il y a énormément de données, on aura le temps de revenir sur tous ces chiffres lors des ateliers. On va présenter les chiffres produit par produit en commençant tout d'abord par la filière viticole. Alors, pour la filière viticole, on a pris un indice de consommation de 33 litres par habitant par an. Bien sûr, on n'a pas compté les mineurs. Les mineurs représentent 18% de la population en Corse, ce qui nous donne une part de consommation de vin corse estimée à une part entre 28 et 30% en fonction des années. Bien entendu, la filière viticole est connue pour être une filière exportatrice. Donc, on part du principe qu'on atteint les objectifs d'auto-approvisionnement en vin pour cette filière et très largement. Pour vous donner aussi un chiffre de comparaison par rapport à la consommation nationale de vin, la production corse correspond à 1,6% de la consommation nationale. On continue, toujours avec une filière exportatrice, la filière des agrumes. Donc, on compte les clémentines et pomelos et tout autre agrume produit commercialisé en Corse. Ici, on reprend les indices de consommation de 30 kg par habitant par an. Alors, pour les agrumes, on n'a pas compté la population touristique, étant donné que c'est en ce qui concerne la consommation interne au territoire corse, c'est en période hivernale, donc majoritairement destinée aux résidents corses. Alors, si on suit ce graphique-là, ça nous donne l'impression que 18% de la production de clémentines et d'agrumes corse est consommée en Corse, par les Corses en tout cas. Ce qu'on sait, c'est que moins de 10% de la production d'agrumes est réellement consommée sur le territoire. Donc, on a à peu près une fourchette de 10 à 8% de cette production consommée de clémentine qui n'est pas issue de la production corse. C'est les chiffres qu'on a à peu près estimés jusqu'alors. Et encore une fois, pour indice de comparaison, la production corse correspond à 3% de la consommation d'agrumes à l'échelle nationale. Pour continuer encore sur les filières exportatrices, graphique qui démontre l'état des lieux des fruits à noyaux. Donc, on prend les abricots, les pêches, les nectarines et les brouillons. Donc là, on aurait une consommation de 8,8 kg par habitant par an. Là, on a déjà pris les résidents corses ainsi que les flux touristiques. Donc, la part autoconsommée par les résidents est de 35%, tandis que si on prend aussi la population touristique, on est à 41%. On continue sur les produits, légumes, printemps-été. Donc là, selon l'INSEE, on en consomme à peu près 50 kg par habitant par an. On a bien compté pour ces produits-là la population touristique. Donc du coup, on arrive à ces fameux pourcentages qui ont été présentés par Hélène juste avant dans la méthodologie, qui sont les taux d'auto-approvisionnement. Si on considère uniquement la population résidence en Corse, on a un taux d'auto-approvisionnement de 92%, tandis que si on prend en plus la population touristique, on arrive autour de 77%. Concernant les légumes d'hiver, donc encore une fois là, on a pris en compte uniquement la population résidente corse. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que ce taux d'auto-approvisionnement est de 42%.
on s'est permis de mettre une petite remarque, étant donné que les légumes d'hiver sont des cultures maraîchères et qu'on a vu dans la slide précédente que les produits maraîchers été-printemps sont largement produits à hauteur de 70 voire 90% du taux d'approvisionnement. On est dans la capacité de nettement augmenter le taux d'approvisionnement des légumes d'hiver, passer de 42% à au moins 77%. On va passer sur les filières d'élevage. Oui. Donc, je laisse la parole à ma collègue Sandrine. Donc, moi, je vais vous présenter les deux graphiques concernant le fromage. Par rapport au fromage de brebis, la source l'INSEE nous dit qu'en France, on consomme 1,5 kg de fromage de brebis par habitant et par an, ce qui nous a semblé sous-estimé. Et donc, on a travaillé sur la base de la consommation italienne. Et en repère, nous avons pris donc 3 kg par habitant et par an. Et donc, on voit que par rapport au lait produit, on a un taux d'auto-approvisionnement de 160% pour les résidents et qui tombe à 134% pour les résidents et les touristes. Donc, ce graphique qui montre qu'on exporte du fromage. Néanmoins, il faut se rappeler que la production de lait, elle est très saisonnière. Elle se situe plutôt en hiver et au printemps, alors que les touristes ne sont pas là. Et puis, d'autre part, il faut tenir compte de la pyramide des âges en élevage et que cette production, elle risque de baisser s'il n'y a pas assez d'installations et de reprises dans les 10 ans. Sur le fromage de chèvre, donc nous sommes basés sur une consommation française de 2 kg par habitant et par an. Et là, on voit que l'auto-approvisionnement est de près de 30% juste pour les résidents et tombe à 24% pour les résidents et les touristes. Donc, peut-être qu'il y a une marge de progrès par rapport au fromage de chèvre, qui est sous-produit par rapport à la consommation. Je repasse la parole à Laura pour les filières viande. Merci Sandrine. Alors, en ce qui concerne le veau donc le bovin du moins du 8 mois, il a été noté qu'un Français moyen consommait 2,9 kg de veau par an. En ce qui concerne la Corse, si on prend ce taux par rapport aux résidents corses ou par rapport à la population totale résidente plus touristique, on estime que la Corse est capable de produire la moitié de ce qu'on peut consommer en veau. Donc, ce qui nous laisse aussi une marge de manœuvre pour développer cette filière. Et, en ce qui concerne les gros bovins, c'est les bovins de plus de 8 mois. Là, par contre, c'est un produit que le Français a l'habitude de consommer via les steaks, les entrecôtes, etc. Là, on consomme 21 kg par habitant par an, ce qui est quand même énorme comparé à la consommation de veau. C'est ce taux de consommation-là qui explique le fait qu'on a un taux de consommation, d'auto-approvisionnement qui dégringole et on tombe à 6%. Donc après, la Corse est vraiment connue pour sa production de veau. Est-ce que c'est une volonté ou pas de venir développer cette filière-là? Là, ça sera ces questions-là seront des questions à évoquer lors des échanges, lors des ateliers. En ce qui concerne la viande d'agneau. Alors, la viande d'agneau est consommée on consomme environ 2,7 kg par habitant par an de viande d'agneau. Alors, pour les agneaux, on s'est posé une question. Étant donné qu'il y a les agneaux qu'on produit et il y a les agneaux qu'on abat. Je me suis permis de mettre un petit tableau en dessous de cette slide pour vous montrer la différence en kilo équivalent carcasse sur ce qu'on produit et sur ce qu'on abat. Le graphique représenté ici représente vraiment uniquement les kilos équivalents carcasse qui sont abattus, soit consommés sur le territoire corse. Donc, ce qui représente à peu près 23% de la production d'agneaux. Donc, si on prend les habitudes alimentaires
de la population corse, on tourne entre 10 et 12 enfin 8 et 12% d'auto-approvisionnement. À noter encore une fois que c'est une production qui est extrêmement saisonnière et qu'il faut, étant donné les débouchés en termes de transformation de la viande à travers des brochettes ou des saucisses, des merguez, etc., on a un levier qui réside vraiment dans un outil d'abattoir, de surgélation, de découpe par rapport à ce produit-là pour vraiment le mettre en avant et pour répondre aux objectifs de consommation des Corses et des touristes. Pour le cabri, c'est pas la même chose. Pour le cabri, du coup, le Français n'a vraiment pas l'habitude de manger du cabri. Alors là, la donnée INSEE qu'on a prise est de 0,1 kg par hectare par an, qui est vraiment peu, étant donné qu'on n'a pas la donnée sur la consommation corse. On est resté sur ce chiffre-là, mais on peut imaginer que cet indice de consommation peut augmenter au vu des habitudes locales. Encore une fois, ce graphique représente non pas la quantité en kilos équivalent carcasse de cabri produit, mais de cabri abattu. Et ce graphique a l'air de montrer qu'on pourrait complètement répondre aux objectifs d'auto-approvisionnement de l'île. Cependant, c'est encore très, très, très saisonnier aussi comme moyen comme produit de consommation. Et qu'à travers la sensibilisation sur ce produit, encore une fois, mettre en place des outils adaptés pour développer cette viande, on pourrait un peu plus valoriser ce produit et augmenter cette consommation de produits qui est quand même très, très, très présente sur notre territoire. En ce qui concerne le fourrage, donc le fourrage, il y a une étude qui a été faite en 2023 par le service économique de la Chambre. Donc il y a eu un bilan fourrager qui a été fait, notamment un bilan de consommation de l'ensemble du cheptel en fourrage de la Corse en prenant en compte les consommations équines, bovines, caprines et ovines. À cela, on a regardé la production de fourrage issu des chiffres clés de la DRAF et on a pu établir qu'en 2024, 85% de la production que la production de fourrage répondait à 85% de la consommation du cheptel corse. À savoir que on note une amélioration parce qu'en 2023, du coup, c'était des données issues de 2021. En 2021, c'était 30% de l'alimentation du cheptel était issue de l'importation. Cette année, en 2024, en tout cas, on était à 25%. Donc, il y a une très nette amélioration et on espère pouvoir continuer sur cette voie-là. Là, on vous présente 3 tableaux concernant les châtaignes, l'huile d'olive et le miel. Donc, en châtaigne, on voit que la farine de châtaigne correspond à 12% de la production. Non, que la production corse correspond à 12% de la production nationale. Pardon, on a changé un peu les données. Concernant l'huile d'olive, là, pareil, par rapport à la consommation, on s'est basé sur l'Italie, où en Italie, on consomme 7 à 9 kilos d'huile d'olive par habitant et par an. Donc nous, si on prend 8 kilos, notre capacité d'auto-approvisionnement est de 11%. Et enfin, en miel, de par la très faible consommation, finalement, c'est à peine 2 pots de 400 grammes par habitant et par an, eh bien, la production de miel permet de répondre à l'auto-approvisionnement de la population tout à fait. Pour finir sur cette présentation, je vais vous présenter 3 productions qui sont peu développées sur l'île. Tout d'abord, la production d'œufs. Donc là, on est à 41% d'auto-approvisionnement. Et si l'on devait avoir 100% d'auto-approvisionnement, cela se traduirait sur la base d'élevage en plein air sur l'installation de 16 exploitations agricoles, en comptant 3 poulaillers par exploitation.
Toujours sur les volailles, alors là, la volaille de chair, cette filière est pratiquement inexistante sur l'île. Pareil, à raison de 35,6 kg habitants par an. Je vous rappelle que l'objectif national est de réduire les importations, puisque un poulet sur 2 que l'on consomme ne provient pas de France. Donc, si l'on voulait installer une filière volaille de chair en Corse, pour juste la population des résidents, si on prend le repère de 100%, eh bien, cela se traduirait par 162 exploitations agricoles à raison de 3 poulaillers par exploitation. Pareil, on a basé cette projection sur le cahier des charges Label Rouge. Comme pour la filière œufs, c'est toute une filière qu'il faut monter, parce que pour avoir des poulets, il faut des poulettes et des œufs. Et en plus, un apport de céréales. Enfin, la dernière filière qui n'existe pas sur l'île, il s'agit de la filière porc, mais en viande fraîche, et pas du tout en charcuterie. La consommation, elle est de 31,6 kg par habitant et par an. C'est pareil, la volonté au niveau national est d'être en autosuffisance. Donc, si on devait avoir notre auto-approvisionnement en Corse, eh bien, il faudrait 176 exploitations agricoles. Pareil, sur cette projection, on est parti sur des élevages en plein air. Voilà, nous en avons fini avec tous ces graphiques. Et donc, on vous propose un petit tableau de synthèse que Laura vous expose. Alors, c'est la dernière slide concernant les chiffres portés sur l'agriculture. Donc, nous sommes permis de faire une synthèse en vous rapportant les taux d'approvisionnement des résidents et celui de la population totale. On s'est permis de mettre en avant du coup les productions excédentaires, donc dites importatrices, avec les agrumes, le vin, les fruits à noyaux et le fromage de brebis. En haut du tableau, vous retrouvez les productions avec un taux d'approvisionnement plus faible, donc éventuellement des produits où il peut y avoir des leviers, où la Corse pourrait être dans la capacité de faire évoluer pour répondre aux objectifs de consommation. Je me permets aussi de dire que l'ensemble de la production agricole n'a pas pu être présentée ici lors de ces diapositives, notamment les filières des PAM, les autres fruits à coque que la châtaigne et aussi les céréales. Notamment les céréales, on a eu du mal à connaître un peu la part de la production dédiée à l'alimentation du bétail et l'autre part dédiée à l'alimentation. En tout cas, tous les autres aspects, et aussi bien sûr, j'ai failli les oublier, les porcs charcutiers, la charcuterie corse. Donc tous ces autres aspects pourront être discutés lors des ateliers. On vous propose éventuellement, si vous avez des questions sur ce premier début de présentation, de les glisser dans l'onglet QR. N'hésitez pas, on pourra y répondre. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Voilà. Sinon, je laisse la parole à Hélène. Est-ce que vous souhaitez un temps d'échange? Pour l'instant, je ne vois aucune question dans le chat. Donc, participant, il y a une main levée. Il y a 2 mains levées. Monsieur Colombani. Oui, Madame Beretti, bonjour. Alors, moi, je participe à cette réunion pour la énième fois. Après la LOA en 2024, après les ateliers de l'ODARC en 2025, on a la conférence alimentaire en 2026. Je pense que les services administratifs de la Chambre étant le relais de l'État, vont préparer celle de 2027 et on continuera en 2028, etc. Donc moi, les questions que je pose, c'est qu'est-ce qu'on a fait de la LOA 2024 ? Qu'est-ce qu'on a fait des ateliers de travail qu'on a eu avec l'ODARC en 2025 ? Où on en est de la demande d'une PAC spécifique, notamment à partir d'un projet écrit, construit, pas simplement une demande faite comme ça.
quel espoir on peut mettre dans la résolution du foncier, du marché, du financement, du sanitaire, enfin toutes ces choses concrètes, parce que là, par exemple, dans ce débat, je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas fait une présentielle, hein, au moins pour le lancement de ces ateliers, au moins pour le lancement de cette conférence. Après les ateliers, on aurait pu les faire au contraire en visio, mais qui est la presse, que le peuple sache qu'on est en train de travailler à une possibilité d'avoir une autonomie alimentaire. Et la question, c'est de savoir pourquoi, dans les 4 ateliers qui sont retenus, on ne parle pas de gouvernance, alors que dans un mois s'ouvre le débat sur l'autonomie de la Corse, et on sait très bien que la gouvernance, c'est un passage obligé, fondamental, pour pouvoir non seulement imaginer un développement demain de la Corse, mais pour pouvoir le gérer, le porter, le faire vivre, le faire évoluer. Donc, moi, cette conférence-là, à laquelle j'ai été invité au dernier moment d'ailleurs, mais qui a été, dont certains ont dit qu'ils ne participeraient pas parce qu'ils n'ont été invités que lundi, très tardivement. Je trouve regrettable la façon dont ça a été organisé. On aurait pu faire mieux, travailler en amont avec les syndicats, notamment pour préparer le lancement. Et ça ne me donne pas beaucoup d'espoir sur les suites de cette énième réflexion sur le retard historique de la Corse, dont je vous rappelle, pour certains qui auraient oublié, qui est dû à un fait colonial, parce que la Corse est dans une économie de type colonial, c'est-à-dire très concrètement, c'est une zone de consommation, ce n'est pas une zone faite pour la production. Merci de votre écoute. Merci, M. Colombani, et j'espère que collectivement, nous saurons porter les engagements qui seront pris lors de ces ateliers à leur terme. Monsieur Ross, s'il vous plaît. Alors, bonjour. Alors, voilà, moi, pour avoir participé quand même disons, à la souveraineté nationale au niveau des filières animales, ruminants, voilà, il y avait quand même, le projet, il avait quand même été bien réfléchi et on a déposé, pour la filière ovine, laitière et viande, on a déposé un projet en commun de souveraineté entre Interbev et France Brebis Laitière. Voilà, donc ça de 2024, on arrive à 2026 et on a négocié très rapidement sur justement pour atteindre les objectifs et pour avoir rendu au Salon de l'Agriculture. Donc on a travaillé assez rapidement, mais on n'est pas parti de rien. Là, j'entends qu'il va falloir qu'on rende une copie au mois de juillet et ça me semble un peu court pour organiser un petit peu le travail. Et le travail est organisé par, surtout, comme on l'avait fait, par filière. Donc voilà, j'ai du mal à imaginer comment on va pouvoir s'y prendre pour répondre rapidement aux besoins et aux attentes. Voilà, franchement, on ne partira peut-être pas de rien, mais ça me semble assez court, quoi. Donc je suis un petit peu inquiet de ce côté-là. Merci, Monsieur Ross. Effectivement, vous soulignez le délai court, nous en avons tous conscience. Il y a beaucoup de projets qui sont déjà peut-être dans les tuyaux ou qu'il faut réactiver ou qu'il faut porter collectivement. Ce sera justement l'occasion de les emporter vers la réalisation. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous appelons de nos voeux. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en réponse ou je continue? Non? Je vous propose de poursuivre la présentation. Alors, pour compléter les présentations qui vous ont été faites jusqu'à maintenant, nous allons revenir sur les travaux qui ont déjà été traités collectivement lors de la concertation, pour revenir à ce que disait M. Colombani, de la LOA et sur la concertation des besoins en eau. Alors, il représente 5 piliers pour le développement de l'agriculture insulaire. Et avant d'entrer dans le détail de chaque pilier, cette diapo, elle montre bien une idée simple concernant les leviers qui sont totalement interdépendants.
il y a le foncier, l'installation, la PAC, le sanitaire, la mise en marché. Et si un de ces piliers est fragilisé, c'est potentiellement toute la structure des filières qui devient plus difficile. L'enjeu pour nous, dans ce temps court, mais avec une intelligence collective, nous souhaitons y arriver, c'est d'avoir une approche globale, une approche cohérente qui soit adaptée à nos réalités pour construire bien sûr nos filières plus solides, plus résilientes et pour répondre au mieux à nos enjeux de souveraineté alimentaire. Alors, le premier pilier, c'est, au travers de cette diapo, c'est le foncier agricole, donc ça reprend un constat fort qui est issu des précédentes concertations, c'est que le foncier, ça reste encore un verrou majeur pour le développement agricole encore, c'est que la pression foncière et la spéculation, elles vont entraîner une perte progressive des terres agricoles. À cela va s'ajouter le morcellement, les indivisions et parfois l'absence de titres clairs qui vont compliquer fortement l'accès au foncier pour produire ou pour avoir accès aux aides. À cette dernière difficulté d'accès au foncier, aussi le frein à l'installation, à l'investissement, à l'accès au crédit. L'enjeu, il est donc double, à la fois de préserver les terres agricoles, mais aussi de remettre en production des surfaces qui sont aujourd'hui sous-exploitées en activant plusieurs leviers, mieux clarifier la propriété, renforcer les outils de régulation, structurer une gouvernance foncière régionale, développer des approches collectives, notamment autour du pastoralisme et de la gestion des terres. Le deuxième pilier, c'est le pilier identifier installation, c'est-à-dire renouvellement des générations. Les constats là aussi sont connus, sont partagés, difficulté d'accès au foncier, des modèles économiques qui peuvent être fragiles, beaucoup d'exploitations vont devoir être transmises dans les années à venir, on le voit par rapport au vieillissement de notre population. L'enjeu est donc de sécuriser les parcours à installation avec du foncier, des revenus, un accompagnement dans le temps, de mobilisation plus accrue de foncier public et privé, mieux adapter les aides aux réalités de la Corse, favoriser des modèles plus diversifiés, résilients, capables de mieux sécuriser les jeunes qui s'installent et de les accompagner pleinement en formation. Troisième pilier, c'est la PAC. C'est un enjeu central pour la Corse, avec l'adaptation de la PAC à nos réalités territoriales. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui restent centrés sur des modèles continentaux et qui prennent insuffisamment en compte les contraintes que nous avons, nous, de par notre topographie et de par notre insularité. La Corse, on va se le dire, on va se le redire, elle a des spécificités fortes sur ses systèmes pastoraux extensifs, sur des coûts de production et de transport qui sont plus élevés, des contraintes foncières et climatiques particulières, des productions de qualité, des modèles agricoles qui sont assez originaux par rapport au reste du territoire. Et on voit bien que le travail de déclinaison territoriale qui nous est demandé aujourd'hui par l'État montre bien que les enjeux de souveraineté alimentaire, ils ne peuvent pas être traités de manière uniforme. Et que sans une PAC qui soit réellement adaptée aux spécificités et aux contraintes de l'insularité corse, cette ambition, elle ne pourra pas pleinement réussir. Autre point, le sanitaire. Le sanitaire, c'est devenu un enjeu stratégique pour la souveraineté alimentaire. La Corse, elle est particulièrement vulnérable du fait de sa position, notamment aux maladies aux ravageurs. Elle est en quelque sorte la sentinelle en Méditerranée. Avec l'augmentation des échanges, les importations, les risques sanitaires augmentent. L'enjeu, c'est de mieux protéger nos productions, adapter les dispositifs sanitaires aux réalités insulaires. Ça passe par plusieurs leviers, renforcer les contrôles, structurer une gouvernance sanitaire locale, développer davantage de recherche et d'expertise sur les problématiques méditerranéennes, mais aussi gagner en autonomie sur certains outils, notamment par exemple les outils de production en matière de lutte biologique. Enfin, dernier pilier, la mise en marché et les débouchés. Aujourd'hui, la Corse, elle reste très dépendante des importations alimentaires. Lorsqu'on regarde les chiffres, on en arrive presque à des chiffres de 90% des denrées alimentaires qui seraient soit importées, soit expédiées depuis le continent, avec des coûts de transport qui pénalisent fortement la compétitivité des productions locales. L'enjeu est double, de développer davantage la production locale, structurer les circuits de commercialisation avec plusieurs leviers possibles, la restauration collective, le regroupement de l'offre, les circuits courses, une offre logistique et de transformation
mais aussi une meilleure connexion entre production locale, transformation et consommation. L'objectif, il est clair, c'est de réduire progressivement notre dépendance alimentaire tout en créant davantage de valeur sur notre territoire. Donc l'orientation que nous avons apportée, c'est celle d'une agriculture corse autonome, structurée, résiliente, avec 3 leviers majeurs, un foncier maîtrisé, des productions relocalisées et une organisation collective renforcée. À ce stade de la présentation, je passe la parole aux responsables de l'aquaculture et de la pêche pour une présentation de leurs chiffres pairs, de leur consommation et de leur production. Merci beaucoup, madame. Donc, la direction de la mer et du littoral de Corse a contribué un petit peu à ce travail sur la souveraineté alimentaire, sur le volet pêche et aquaculture. Donc, je vais vous présenter de manière générale la filière pêche en Corse, puis la filière aquacole en Corse, une estimation du taux de souveraineté alimentaire sur la filière pêche et aquaculture et les axes de réflexion que nous avons commencé à mener avec les professionnels et le comité régional des pêches. Donc, pour ce qui est de la filière pêche en Corse, on a 151 navires qui sont répartis en 42 ports. La particularité de la pêche corse par rapport à la pêche sur le continent, c'est que la vente est généralement effectuée en direct du pêcheur. C'est 70% des ventes qui sont faites en direct parce qu'on a une absence d'âle à marée. Donc, c'est une pêche artisanale avec des espèces nobles à forte valeur ajoutée, donc la langouste, les oursins, le thon, l'espadon, le loup, le denti. Et elle est marquée par une forte saisonnalité et des temps de pêche et de la consommation avec le tourisme. C'est une profession qui connaît un vieillissement marqué avec une moyenne d'âge de 55 ans en 2025. Contrairement à l'agriculture, pour la pêche professionnelle, on ne peut pas avoir la même approche d'expansion, étant donné qu'on doit prendre en compte le rendement maximal durable. Donc, en fait, c'est la capacité, c'est le taux de prélèvement dans le milieu naturel qui permet à l'espèce de se renouveler pour l'année suivante. Sur la filière aquacole, donc on a une filière aquacole qui est assez dynamique en Corse depuis une dizaine d'années, avec 3 sites de conchiliculture, dont un en mer pour les moules, et 2 sites de pisciculture, un en Haute-Corse et un en Corse du Sud. C'est une filière qui est reconnue pour sa qualité, parce que c'est souvent des fermes qui sont un peu moins importantes que sur le continent, mais avec une haute valeur ajoutée. Donc on a un label rouge pour la dorade en Corse. Sur la filière huîtres, les huîtres de l'étang de Diane ont été médaillées d'or du concours général agricole en 2025. Le maigre d'élevage a reçu le Bocuse d'or en 2025 et le syndicat des aquaculteurs corse travaille actuellement sur une IGP sur la dorade de Corse. Donc, pour parler un peu plus des tendances générales de consommation des produits de la mer en France, donc il n'y a pas d'étude de la consommation en Corse, donc on s'est pas mal appuyé sur les tendances générales en France. À l'échelle nationale, on importe 80% du poisson qu'on consomme parce que le produit favori est le saumon que nous ne produisons pas sur notre territoire. Il y a une préférence de plus en plus marquée pour les plats préparés, donc tout ce qui va être soupe, entrée, salade de la mer. Ce qu'on remarque aussi dans les tendances, c'est que les consommateurs ont une tendance à consommer les mêmes types de poissons et avoir un choix de poissons assez peu diversifié. Et plus spécifiquement en Méditerranée, on observe une augmentation du prix des produits de la mer de 10% en 2025. Pour ce qui est de la production en Corse et du ratio, en fait, on a essayé d'illustrer un peu ce qui est produit en Corse, ce que ça représente sur la production moyenne. Donc, il faut savoir que l'INSEE estime que les Français consomment 30,8 kg de produits de la mer par an, dont 21,4 kg de poissons et 7,7 kg de coquillages, crustacés et céphalopodes. Donc en Corse, sur les 30 kg de produits de la mer consommés par an par habitant, on produit 7,4 kg si on rapporte la production par rapport à la consommation et au nombre d'habitants. Bien sûr, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes
parce qu'on on considère que la population corse et pas la population touristique. Et puis, on ne prend pas en compte le biais qui est celui qu'on a une tendance à consommer des poissons qu'on ne produit pas sur le territoire, donc le saumon, le cabillaud, etc. Mais voilà, ces données sont quand même relativement intéressantes pour se rendre compte qu'il y a quand même une production relativement importante sur l'île et que la part de l'élevage en Corse y contribue. Donc, sur les 5 axes de réflexion que nous avons développés avec les professionnels et le comité régional, c'est qu'il y a un vrai intérêt à aller vers une consolidation d'une filière de transformation, notamment sur le volet conserve et soupe, ce qui permettrait d'écouler la production de la pêche l'hiver qui ne trouve pas forcément de demande. Une meilleure organisation de la filière en coopérative pour faciliter la livraison, l'acquisition de machines à glace en commun, assurer un approvisionnement régulier des poissonneries et des grandes surfaces, la prise en compte des spécificités de la petite pêche côtière à l'échelle nationale et de l'Union européenne pour une réglementation adaptée à la pêche artisanale. Donc, c'est un point qui a été évoqué également sur le volet agriculture. Et donc, la direction de la mer, en lien avec le comité régional et la profession, travaille sur un plan de gestion pour mettre en valeur les spécificités de la pêche corse. Également, sur un axe de réflexion, on a la valorisation des produits de la mer, et en particulier des espèces méconnues et pêchées en Corse, pour encourager une consommation de la pêche locale et non importée, et le développement de nouvelles filières de commercialisation. Et enfin, il s'agirait également d'accompagner la filière aquacole, notamment en termes d'accès aux fonciers en bord de mer, d'acceptabilité et d'adaptation au changement climatique. Donc, par exemple, sur l'étang de Zen, il y a des problématiques de température de l'étang l'été, et les fermes piscicoles sont assez vulnérables face aux tempêtes en mer. Voilà, donc j'en ai fini pour le point sur la pêche et l'aquaculture. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur ces points évoqués. Merci à vous. Je vous propose un temps d'échange, des prises de parole, des questions. Il arrive. Non Il y a vous qui veut pas. Il parle. Si, Non, on les met les questions, on les pose les questions dans le QER. Ah oui, alors allez-y. Et la gouvernance, qui fait quoi? Qui est responsable de quoi? Par exemple, il y en a d'autres de questions, il y en a d'autres. Oui. Le mine, vous évoquez le mine dans les attentes. Le mine, l'étude d'opportunité et de faisabilité a été faite il y a 3 ans. Le projet s'est arrêté avec le premier carreau des producteurs corses en juillet 2024. Depuis, il n'y a plus rien eu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer ce projet? Vous l'évoquez vous-même dans les attentes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que Monsieur le Président de l'ODARC veut répondre? Il y a évidemment ce projet fait partie des projets qui potentiellement est un des projets phares pour la souveraineté alimentaire de la Corse, qu'il faudra qu'on réaborde en atelier et que l'on labellise collectivement pour être porté. Oui. En ce qui concerne le marché d'intérêt territorial, les travaux seront lancés très prochainement. On en a discuté avec la Chambre d'agriculture. Non, nous, relancer très prochainement. Tout comme le pôle petit ruminant. Le pôle petit ruminant, c'est acté au PTIC. C'est la même chose. Les travaux du pôle petit ruminant seront portés par la collectivité de Corse. Merci. Monsieur Ross. Alors, je suis content d'entendre le président de l'ODARC dire que le projet Petit Ruminant va bientôt aboutir, parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, et c'est vrai que c'est un projet structurant, donc ça serait bien qu'il arrive, surtout qu'on a besoin pour travailler sur la souveraineté alimentaire, notamment au niveau des agneaux et des caries.
Donc, c'est une bonne chose. Après, moi, mon inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, disons qu'on a travaillé différemment. Moi, je défends un petit peu ma filière et je connais plus les spécificités de ma filière. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu noyé dans la masse et je ne sais pas comment participer, disons, à la conférence régionale, à cette conférence régionale. Qu'est-ce que vous attendez de notre filière? Quel apport? Comment on va s'y prendre? Moi, j'aimerais bien qu'on ait une stratégie pour pouvoir alimenter les autres débats. Donc, est-ce que c'est prévu ou pas? Après, on parle de produire en Corse, et produire en Corse, c'est très bien, mais produire en Corse, ça coûte quand même, parce qu'on parle de produire. On voit bien que certaines productions, elles sont pas développées en Corse. On parle des œufs, on parle de la volaille, mais on sait que il faut importer beaucoup d'aliments et que le transport des aliments, ça coûte cher. Et c'est quand même des produits qui sont vendus pas très cher. Donc, à un moment donné, comment on arrive à avoir une rentabilité sur ces produits-là, mais pas que sur ces produits-là, sur d'autres produits aussi qui sont produits en Corse. Comment on fait pour avoir une souveraineté alimentaire, produire, on peut le faire. Mais après, à quel prix et comment vivent les agriculteurs de la production? Je pense qu'on a un petit peu oublié. Moi, je ne l'ai pas retrouvé dans la projection. Je trouve que c'est important de savoir comment on va vivre de notre production. C'est quand même quelque chose qui est essentiel aussi. Il ne faut pas qu'on oublie. Oui, Monsieur Ross, bien sûr que derrière la souveraineté alimentaire, c'est vrai qu'on parle particulièrement produits et accès produits, et que derrière, ça pose bien entendu toutes les questions, y compris celle du revenu de l'agriculteur. Il y a d'autres prises de parole? Non? Le président de la Chambre, M. Arène. C'est bon. Non, pour rebondir sur les propos de Sébastien et de Loulou, et pour rebondir dans le sens de Doumé, donc il y a 3 axes majeurs qu'on veut développer avec l'ODARC, je pense avec l'ensemble des agriculteurs en Corse et l'ensemble des syndicats. C'est l'aspect céréales, l'aspect maraîchage, même si le maraîchage, on a vu à travers les chiffres qu'il est monté en puissance ces dernières années, surtout en été, mais le but étant d'aller au niveau du maraîchage d'hiver chercher une autosuffisance alimentaire et bien entendu les 3 filières qui nous tiennent à cœur, à savoir ovins, caprins et bovins, que ce soit une part pour le lait et pour la viande. Et on voit que ce développement va être adossé à des outils, donc bien entendu le MIT, ou bien entendu là, Joseph, tu seras associé personnellement du fait du travail que tu as déjà fait en amont. Je pense qu'avec Doumé, on en avait déjà discuté. Et ensuite, le pôle petit ruminant. Donc, tout ça va se faire assez rapidement au niveau du travail, parce que c'est vrai, Sébastien, un mois, c'est court, mais je pense que depuis des années, on sait déjà où on ne veut plus aller, c'est déjà l'essentiel. Il y a un travail qui a été fait par les techniciens de l'ODAC, par les techniciens de la Chambre, en rapport avec tous les services de l'État. Et je pense que là, sincèrement, dans le mois, si tous les services se mettent autour de la table, notamment à partir de mardi, on ne part pas d'une feuille blanche. Voilà. Donc, après, il faudra, nous, d'un point de vue politique, qu'on avance vite avec notamment l'État et le PTIC sur le MIT et sur l'abattoir petit ruminant. Mais tout est, comme le disait rappelé Hélène, tout est dans les tuyaux. Et je pense que là, les choses n'attendent plus que des actes à la fois politiques et financiers, mais qui eux aussi sont déjà bien avancés. Après, nous verrons lors du rendu fin juin, début juillet, quel sera l'acte final d'un point de vue, on va dire, départ de tous ces projets. Voilà. Merci. Sophie Ardouin, je vous en prie. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci de me laisser cette parole. Simplement pour vous dire que la Banque des territoires est pas forcément très identifiée sur ces sujets, mais j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec un certain nombre d'entre vous. On a vraiment mis en priorité sur la direction régionale Corse la souveraineté alimentaire.
Et donc, on est en capacité de mobiliser de l'ingénierie pour aider à élaborer, à sortir les projets et du financement de projets, que ce soit porté par des collectivités, par le bloc public ou par des privés. Et sur la partie ingénierie, sur le mythe notamment, on a aussi des retours d'expérience que l'on peut, alors que vous avez peut-être par ailleurs, mais que l'on peut aller chercher au niveau de la Banque des Territoires et de nos collègues nationaux, et notamment le lien aussi, enfin l'expérience, on va dire, de Rungis. Donc voilà, c'était juste pour préciser que cette matière-là, elle est vraiment à votre disposition et on est mobilisé sur ces sujets, et notamment lors de cette conférence souveraineté alimentaire dont on vous remercie pour l'invitation. Merci Madame Ardouin, on vous remercie pour cette intervention et votre présence à nos côtés est très importante et peut-être déterminante pour la suite. D'autres prises de parole? Monsieur Colombani. Oui, merci. Moi, je voulais rebondir sur la céréale. C'est bien évidemment la base de la souveraineté alimentaire, de l'autonomie alimentaire, que ce soit pour l'alimentation humaine ou des bestiaux notamment, même si on développe un système extensif chez nous qui est compliqué par les nouvelles règles de la PAC, de plus en plus avec la mise à disposition des terres, etc. Ça devient très difficile. Je dis ça au passage, puisque monsieur le préfet nous écoute, ça va devenir extrêmement compliqué. Le fait d'avoir de la céréale, ça vous permet de garder vos animaux enfermés et d'avoir notamment de la céréale à bon marché. Donc, on avait imaginé un système qui passe forcément par un port de commerce. Aujourd'hui, vous avez des tankers qui passent au large de la Corse avec de la céréale au prix du cours mondial, c'est-à-dire à 120, 130 euros la tonne. Nous, avec le système du grain que l'on met dans le sac sur la palette sur le camion sur le ferry, on arrive à des 410, 420 euros la tonne. Donc, Sébastien Ross a raison, impossible de développer une filière notamment animale, et c'est pour ça aussi que nos animaux sont tellement divagants, entre guillemets. L'autre point, c'est qu'il existait, pour être plus précis, une coopérative céréalière qui s'adossait à un projet d'interprofession où étaient rassemblés la production céréalière, la distribution et la consommation, notamment animale, à travers les éleveurs. Ce projet, il permet de réunir l'ensemble des acteurs et de développer la filière céréale, mais aussi de gérer l'importation. Cette importation était stockée donc dans la coopérative céréalière de Vadine. Aujourd'hui, la coopérative céréalière de Vadine, qui a été créée en 1957, est fermée et elle est dévastée par les rats. Vous voyez l'image de la Corse, monsieur le préfet, monsieur le président de l'ODARC, la coopérative céréalière de Vadine est dévastée par les rats. Or, à une époque, nous avions proposé, pour tenir la structure debout, d'importer de la céréale à partir de péniches. Nous avions trouvé un prêt, puisqu'il s'agissait d'importer 1500 tonnes à 300 000 euros la péniche. Nous avions trouvé le prêt de 300 000 euros. Il nous manquait une contre-garantie. Une contre-garantie que nous demandait le Crédit Agricole pour pouvoir faire rentrer cette péniche. Ça aurait permis aux agriculteurs d'avoir la céréale à 280 euros la tonne, alors qu'à cette période, tout de suite après le déclenchement de la guerre en Ukraine, les agriculteurs la touchaient à 480 euros la tonne. Eh bien, nous n'avons pas trouvé auprès de l'ODARC, de la CADEC, de l'ADEC, de la CDC, de la Banque des Territoires, auprès de personnes, nous n'avons pas trouvé quelqu'un pour contre-garantir ces 300 000 euros qui aurait fait qu'aujourd'hui, la coopérative était toujours debout et n'était pas envahie par les rats. Donc, moi, j'attire votre attention sur les réunions comme aujourd'hui, que ce ne soit pas des paroles en l'air, que ce ne soit pas encore
une énième réunion pour se mousser et pour faire croire qu'on travaille. Dans les faits concrets, la Corse, elle recule, on n'avance pas. Donc, je vous le dis tranquillement, c'est mon rôle de syndicaliste, on n'acceptera pas le verbiage. À bon entendeur, salut. Alors, je vais répondre sur la céréale d'abord alimentaire. Là, il y a plusieurs projets en Corse qui sont lancés, un sur la plaine, un en Balagne et un qui fait partie dans le nid, le Concador, où on va réussir à mettre d'ici 2 ans maximum en autonomie alimentaire au niveau du pain, le nid du Concador avec 16-18 hectares de céréales. Le but étant d'atteindre à travers les agréates et d'autres terrains en jachère dans le nid beaucoup plus, peut-être même 400-500 hectares rien que dans cette micro-région. Donc, d'un point de vue alimentaire, on va monter en puissance rapidement. Après, sur le reste, tu as raison. Il va falloir réfléchir soit à un port avec des hauts fonds, mais là, c'est délicat, mis à part ce qu'on fait de l'extension sur le port de Bastia, ou bien d'autres moyens de transport. Alors, Péniche, je ne sais pas, parce qu'on voit ce qui s'est passé sur le navire de la Corsica Ferries, toujours entre Porto Torres et Toulon, mais il va falloir, certains, réfléchir au niveau alimentation animale à un moyen de transport autre que ce qu'on a jusqu'à présent, voir si au niveau des céréales alimentaires, certaines sont susceptibles aussi d'alimenter tout ce qui est animal, vu que si on monte en puissance rapidement au niveau des CUMA, parce que c'est un travail aussi qu'on va faire en partenariat avec l'ODARC, mais là, sans passer forcément par la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire par micro-région, par territoire, comme on le propose, des petites CUMA de 6, 10 personnes, où il y a déjà d'autres spéculations agricoles adossées, mais où des agriculteurs qu'on va mettre en synergie, issus peut-être de filières différentes, vont travailler ensemble à la souveraineté alimentaire de la Corse au niveau de la céréale. Voilà, il y a 2 pistes. Il y a peut-être l'alimentation de manière générale qui pourra servir aussi l'animal. Et après, là, tu as raison, au niveau des transports, il va falloir réfléchir ou à une extension d'impôt sur un haut fond, ou bien à un moyen de transport autre que ce qu'on connaît aujourd'hui. Merci. D'autres prises de parole? Non, je vous propose de repartager l'écran pour accueillir notre invité, Monsieur Olivier Valéry, qui est président des industries agroalimentaires de Corse et qui nous fait l'honneur de sa présence pour nous parler des perspectives de développement des industries agroalimentaires en Corse, des freins et des leviers. Je vous en prie. Bonjour, vous m'entendez? Donc, peut-être brièvement vous dire un peu ce que c'est que l'ARIA. Donc, l'ARIA, c'est une vingtaine d'entreprises corses de la transformation agroalimentaire qui se sont regroupées un peu pour discuter des mêmes choses qu'on est en train de discuter là, parce qu'il faut bien se rendre compte que les problématiques de l'agriculture, c'est les mêmes que les problématiques de la transformation. Vous parliez de foncier. Le foncier, c'est une problématique aussi des industries. Donc, on a créé une structure pour un peu discuter ensemble. C'est un peu une coquille vide, hein. Il n'y a pas de structure. Donc, c'est une entreprise. Grosso modo, ça représente environ 600 salariés, donc 600 familles en Corse. Si on peut parler un peu de l'agroalimentaire, l'intérêt de l'agroalimentaire, à mon sens, la transformation agroalimentaire, il est quand même intéressant pour un territoire comme la Corse, parce que déjà, c'est un débouché pour les matières premières agricoles. Donc, si on veut travailler sur la souveraineté alimentaire et valoriser les matières premières agricoles, je pense que c'est intéressant de créer de la valeur en y ajoutant l'étape de la transformation. Et en plus, on a la chance, je pense qu'en est une pour le coup, d'être un secteur qui peut aussi s'exporter. Donc, ça aussi créer de la valeur en Corse pour aller chercher
de l'argent ailleurs et le faire revenir en Corse. Voilà. Quand on parle aujourd'hui, quand on est en train de discuter éventuellement des sujets d'autonomie, si on veut pouvoir financer à un moment donné, sans faire de politique, notre volonté de créer de la richesse en Corse, il va bien falloir créer de la valeur. Donc, l'ARIA, c'est ça. Aujourd'hui, sur les problématiques de souveraineté alimentaire, je pense que on a absolument besoin qu'il y ait des matières premières en Corse. Un modèle économique de transformation sans matières premières locales, il est globalement pas viable sur un territoire. Voilà. On aura forcément toujours des matières qui viendront d'ailleurs, des bocaux, du sucre, j'en sais rien, enfin des choses qui ne pourront pas être produites localement, mais nécessairement, on aura l'obligation d'avoir des matières premières locales. Donc, c'est assez intéressant ce genre de démarche, de regrouper un peu tout le monde pour se comprendre, se connaître et permettre de construire ensemble la Corse de demain, parce que je pense que c'est ce que l'on veut tous, et une Corse aussi qui pourra donner à manger à ses enfants. Donc, voilà. Donc, moi, je suis assez convaincu qu'on puisse créer des choses localement. L'avantage de la transformation aussi, c'est qu'elle est diffuse sur tout le territoire. On a des entreprises qui sont dans toutes les régions de Corse. Elle n'a pas besoin d'être dans la zone industrielle d'Ajaccio ou de Bastia. On est dans la plaine orientale, en Balagne, dans l'extrême sud, voilà, on est dans toutes les régions de Corse. Et ça colle parfaitement aussi aux besoins des territoires. Parce que ça, je pense que c'est aussi quand même quelque chose d'important sur une île qui n'est pas homogène. Donc, je pense que le discours en commun, le discours global, il est assez intéressant. Après, la difficulté qu'on aura toujours, je pense, c'est de co-construire la valeur. On est coincé, nous, dans la transformation entre une matière première qu'on voudrait valoriser mieux, la matière première des agriculteurs qui correspond à un travail et avec toutes les contraintes qu'on impose à l'agriculture, une valeur qui augmente. Et d'un autre côté, la distribution, où on est souvent obligé de négocier le prix et où on perd de la valeur. Donc, on est un peu coincé dans cet étau et je pense qu'il y aura une nécessité aussi de co-construire les choses pour que chacun, mais ça va encore plus loin, c'est pas tant le distributeur, c'est aussi le consommateur. Est-ce que le consommateur est prêt à payer le prix de la qualité, à payer le prix de la fourniture locale en n'abusant pas aussi, parce qu'il y a forcément aussi des gens qui jouent pas le jeu dans tous les domaines. Donc, on a un discours commun aussi à pouvoir tenir et on aura besoin des pouvoirs publics en général, que ce soit l'État, la collectivité, aussi pour qu'ils aillent au bout des discours. Là, on a donc une conférence, enfin, je ne sais pas comment on l'appelle, il y a eu plusieurs fois des choses qui ont été faites au niveau de l'agriculture. Il y a des mots, des discours, des paroles, des programmes politiques. Aujourd'hui, il faut qu'on aille au bout des choses. Il faut qu'on soit pragmatique, qu'on concrétise ça par des actes. Quand on a, par exemple, la restauration collective ou les cantines, etc., à un moment donné, si on n'a pas de la consommation locale, mais qu'on veut du bio, mais que le bio vient de Chine, enfin, je vais volontairement exagérer, quel est l'intérêt? Donc, il faut qu'on réussisse aussi à mettre en harmonie les paroles, les actes, les volontés politiques qui, je pense, sont réelles et il faut saluer aussi bien l'État, la collectivité. Enfin, c'est vraiment pas polémique ce que je veux dire parce que je pense que tout le monde a la conscience et tout le monde a la volonté. On sait que la France et même la Corse est un pays compliqué qui souvent a une organisation lourde qui facilite pas les choses. Mais il y a une vraie volonté, ça il faut la saluer. Il faut l'accompagner. Il faut que nous, on demande, à mon sens, vraiment des choses très pragmatiques, concrètes, se concentrer sur quelques sujets, ce que vous avez fait, isoler probablement les secteurs où on pourra être le plus performant. Il faut être réaliste là aussi. Prendre en compte que la transformation a des besoins, et dans ce cadre-là, ça peut être à double sens. C'est-à-dire offrir un débouché sur une production qui existe déjà et qu'on n'utilise pas déjà. Nous, on fait des confitures. Moi, j'ai fait des confitures en série limitée sur des fruits où l'agriculteur n'avait pas pu vendre par ailleurs en frais
le produit, il s'était retrouvé avec une tonne de fruits, j'ai fait une série limitée. On peut le faire, ça peut exister. Et après, il y a aussi l'autre sens, c'est-à-dire nous, on a besoin de tels produits, autant inciter les agriculteurs à planter des figues plutôt que de planter, je ne sais pas, des kiwis. Enfin, je dis n'importe quoi dans les choses, mais vraiment qu'il y ait cet échange pour comprendre ce que nous pourrions avoir besoin et aussi assurer un débouché, parce qu'on a la transformation, on a aussi un vrai rôle sociétal. On est des acteurs économiques installés dans les territoires, on a aussi des devoirs. On bénéficie, je pense, il faut aussi le dire, de l'image de la Corse, des productions locales, des matières premières qui sont de qualité. Ça nous bénéficie. Moi, quand je vends sur le continent ou à l'étranger, évidemment, la clémentine corse qui est de très, très bonne qualité, je surfe sur l'image de la clémentine corse. Mais j'utilise la clémentine corse et je la valorise aussi. Donc, on a ce territoire qui produit peu, malgré tout qui produit quand même, parce qu'on est souvent très, très négatif, mais malgré tout, il y a quand même des réussites. L'agroalimentaire, par exemple, c'est un bon exemple de petite réussite, mais de réussite. Il y a 30 ou 40 ans, il y avait peu de choses. Aujourd'hui, il y a des vraies belles entreprises qui fabriquent localement, qui pour beaucoup ont des matières premières locales. Je pense, dès qu'elles ont la possibilité, elles les utilisent, parce que c'est l'intérêt. Hein. Donc, il y a vraiment une capacité à passer un cap. On l'a déjà fait, donc il faut quand même qu'on reste aussi très positif. Le contexte, par contre, lui, il est très négatif. Tout ce qui existe aujourd'hui complique très grandement la capacité qu'on peut tous avoir de faire avancer ce territoire, nos entreprises et les gens qui nous entourent. Mais malgré tout, il faut rester dynamique et positif et aller de l'avant. Pour prendre quelques exemples, pour éclairer un peu ce que vous disiez, quand j'entends par exemple qu'il peut y avoir des matières, il existe des agneaux, on les vend en vif en Sardaigne ou par ailleurs. Nous, on utilise la viande d'agneau, on n'en a jamais. Moi, j'ai fait une terrine avec de l'agneau. Il y a de l'agneau en Corse, mais il n'y a pas de viande d'agneau. Vous voyez la différence qu'il y a en Corse. C'est là où on a à performer. On pourrait être plus performant grâce à ça. Le veau, on prenait les exemples de veau. Moi, je suis en rupture de veau 6 mois de l'année. On a fait le choix de n'utiliser que du veau ou de l'agneau corse. On en a entre 20 et 50% de notre besoin. Et à côté de ça, j'entends parfois qu'il y a des agriculteurs qui n'arrivent pas à écouler leur matière. Et je dirais même pire que le principal problème, c'est même pas le prix. On a acheté l'agneau à des prix plus en rapport à la langouste dans l'industrie, pour donner une échelle de valeur. Et pourtant, pour autant, on l'a acheté. Donc, c'est pas qu'une histoire de prix. C'est une histoire de prise de conscience. C'est une histoire aussi de valorisation, de comment on peut faire en sorte aussi que le consommateur et le distributeur puissent se rendre compte que les produits corses ont une certaine valeur, un certain coût, et qu'il faut l'intégrer, sans abus, mais l'intégrer. Et ça pourrait nous permettre aussi d'assurer des débouchés. Sur les produits de la mer, par exemple, nous, on est demandeurs de produits de poisson. On a du mal à l'avoir. Aujourd'hui, on va faire un partenariat avec des pêcheurs. L'idée, c'est clairement, nous, on va intervenir en tant que transformateurs quand ils ne savent pas quoi faire du poisson. C'est sûr que l'été, quand toutes les paillotes sont ouvertes, c'est pas intéressant d'avoir un industriel qui peut transformer le poisson. L'hiver, quand il n'y a personne qui peut consommer le poisson où il n'y a pas de débouché, là, on peut intervenir. Donc, il y a vraiment aussi cette chronologie, des fois, cette temporalité à prendre en compte, où l'intérêt de la transformation, c'est ça. De toute façon, c'est l'histoire de l'humanité. Hein. On a fait des confitures quand on a voulu conserver les fruits ou quand on en avait trop. On n'a pas fait ça pour... a priori, on mangeait des pêches et des fraises. Voilà, donc il faut juste remettre au goût du jour le bon sens paysan, pour le coup, depuis l'histoire de l'humanité, et être pragmatique. Voilà. Moi, c'est un peu quelques éléments qui pourraient abonder un peu dans le débat. C'est vraiment ça. Je pense qu'il faut réussir ça aussi à payer le juste prix. Le juste prix de la matière première agricole, et ensuite, par un peu effet de ruissellement, par la suite. Et c'est là où nous, c'est compliqué pour nous. On a d'autres
problématique peut-être que l'agriculteur, c'est nous, quand on a payé cher une matière première, comment on peut après, en intégrant nos coûts de transformation, comment on peut réussir à la vendre dans un marché qui est contraint. Il y a un marché mondial aussi, malgré tout, enfin, des prix de marché, etc. Donc, c'est tous ces éléments qu'on doit mener en commun. Et je pense que dans ce cadre-là, une politique de communication commune, je vois, et c'est très bien, je pense que c'était l'ODAR qui était un peu l'initiative de ça, on valorise le veau, on valorise l'agneau, mais aussi on peut valoriser le veau et ses débouchés. Les sautés de veau, les terrines de veau. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'on intègre tous les éléments pour permettre à la fois aux transformateurs de payer le juste prix à l'agriculteur et aux consommateurs de rechercher les produits corses. C'est le cas aujourd'hui, il faut aussi être réaliste. Le touriste est friand de produits corses et le consommateur local continue à consommer aussi des matières premières locales. Donc, il y a quand même des voyants qui sont ouverts, malgré toutes les difficultés. Après, on a des problématiques qui se rajoutent. Qui se rajoute à la Corse, sur le transport où ça complique toutes les choses, sur les surcoûts de transport, sur les nouvelles taxes qu'on nous rajoute. Enfin voilà, ça c'est des choses qui font que probablement on sera amené en Corse à avoir une vision un peu différente de ce qui peut se faire par ailleurs. C'est une nécessité. C'est pas de la politique, c'est du bon sens. Voilà un peu les quelques éléments peut-être que pour aborder un peu dans le débat que je pourrais amener. Merci, Monsieur Valéry. Un débat très intéressant où on voit bien la complémentarité entre les différents secteurs et la nécessité de travailler de façon collaborative pour chercher à trouver les maillons de valeur ajoutée. Peut-être une intervention pour questionner ou pour compléter cette prise de parole. Monsieur Ross. Oui, alors c'est quand même un discours très intéressant où on entend de partage des richesses. Donc c'est très intéressant et d'avoir un revenu équitable pour chaque partie, d'essayer de trouver cet équilibre. Donc il y a la loi Egalim qui sert un petit peu à ça, mais qui a pas mal de trous dans la raquette. Donc c'est un petit peu dommage. Et je pense que c'est un outil qui est intéressant, c'est la contractualisation. À mon avis, il faudra peut-être l'utiliser, mais il faudra améliorer le procédé. Parce que disons que l'idée de départ était bonne, mais après, bon, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas tout le temps. Donc c'est vrai que c'est très intéressant, le discours qu'on entend. Après, oui, j'entends aussi qu'il a besoin d'agneaux. Il faudrait qu'on se mette en contact parce que nous, on pourrait peut-être lui en fournir. Donc on est les producteurs d'agneaux et on a un plan et on pourrait peut-être essayer de travailler ensemble. C'est quand même de bonnes choses. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir la transformation autour de la table. On entend parler d'un marché contraint. Alors, quand le marché est contraint, il est contraint pour nous aussi, parce qu'à un moment donné, on comprend que le transformateur ne peut pas payer plus que ce qu'il va vendre. Donc, à un moment donné, s'il a un prix qui est contraint à la vente, et on est contraint, nous aussi, par la même occasion, parce que si on veut vendre le produit, eh bien, il va falloir s'aligner nous aussi sur des prix qui peut-être ne couvrent pas nos besoins, nos coûts de production. Donc voilà, on est dans une logique que je comprends et dans laquelle je suis tout à fait d'accord. Voilà. C'était pour enchaîner sur ce qui a été dit, je partage entièrement. L'idée, c'était vraiment de dire, c'était de co-construire la richesse et de partager vraiment la chaîne de valeur. C'est à un moment donné, on identifie les coûts, les besoins de chacun, et ensemble, on peut construire vraiment la chaîne de valeur et peut construire la richesse. Si on est entouré de gens qui sont bien, c'est mieux pour tout le monde. Hein. C'est des consommateurs qui seront plus facilement capables d'acheter des produits qui sont plus chers. Enfin, il y a tout un élément vraiment, c'est construire cette chaîne de valeur là, qui va être intéressante. Chacun établit ses coûts honnêtement. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, nous, quand on achète un produit, je ne dis pas je veux tel produit à tel prix. Hein. C'est quel est le meilleur prix que tu peux me proposer, sachant que moi, je vais te le commander par grande quantité et quand tu n'auras pas l'occasion de le vendre par ailleurs. Et après, je construis mon prix de vente par rapport au prix que m'a proposé l'agriculteur. C'est vraiment ça le raisonnement. Et après, par contre, des fois, si le prix de la matière première n'est pas réaliste à la base et que je n'arrive pas à trouver le consommateur prêt à payer ce produit-là,
eh bien, on abandonne le projet. Enfin, on ne va pas plus loin. Donc, c'est pour ça que l'idée de co-construction, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, si on a le bon prix de la matière, le bon prix, c'est le prix qui permettra aussi à l'agriculteur de continuer à travailler, à me le proposer, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Le one-shot, ça ne va pas servir à grand-chose. L'idée, c'est d'avoir une action qui soit sur du long terme. On est là, nous, des acteurs du territoire, on est là pour travailler encore longtemps, le plus longtemps possible, et nos enfants derrière, je l'espère, enfin, les nôtres, pas forcément physiquement, mais dans tous les cas, nos successeurs. Donc, on a besoin de voir des choses sur le long terme. Donc, si je ne paye pas le bon prix, le juste prix, ça n'aura pas de durabilité. Et dans l'autre sens, si je paye un prix qui est déconnecté, je n'aurai pas le débouché. Donc, c'est là où on doit se rencontrer. Merci à vous. Je vous invite, dans la suite de l'exposé, nous allons présenter la méthode pour le reste. Je vous invite, M. Valéry, à participer aux ateliers. On voit bien tout l'intérêt de la création de la chaîne de valeur et tout l'intérêt des rencontres en B2B, quoi, là. Hein. Voilà, le président de la Chambre veut prendre la parole. Non, je voudrais répondre à Joseph dans un premier temps concernant les céréales. Si on définit que ça doit être un outil stratégique pour la Corse et bien sûr structurant, équivalent du MIT ou de l'abattoir Petit Ruban, il faudra qu'avec le PTIC, on puisse le prendre en compte, tout simplement. Hein. Donc, il y a un PTIC qui est là et je pense que ça fait partie des 3 outils à prendre en compte. Concernant votre intervention, M. Vallier, est très intéressante, très pertinente. Et on voit qu'on peut mettre en lien de manière directe, à travers ce genre d'échange, les filières et surtout l'aval et l'amont, comme le disait le président de l'ODARC tout à l'heure. Mais je pense qu'au-delà même de ces conférences sur la souveraineté, il va falloir peut-être 2 fois par semestre pouvoir se rencontrer de cette manière, parce qu'on peut faire avancer les choses beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus pertinente. Votre intervention sur les figues est intéressante parce que ça démontre que des filières déjà existantes et d'un point de vue économique, on va dire, beaucoup plus puissantes, savoir les agrumes et la viticulture, peuvent demain, à travers un espace défini autour de certaines parcelles, aller vers une polyactivité qui peut générer encore plus de richesses, que ce soit pour les exploitations, aller donc vers une polyactivité. Et sachant que c'est intéressant d'un point de vue aussi sanitaire, on a vu la catastrophe il y a une quinzaine d'années dans les poules, quand on mise tout sur une monoculture. Hein, et c'est intéressant aussi d'un point de vue sociétal, économique, de pouvoir se diversifier. Et là aussi, je pense que votre expérience est intéressante et qu'il va falloir la prendre en compte assez rapidement. Et c'est pour ça que bien après le mois de juillet, ce serait intéressant de faire peut-être 1 fois par semestre ce genre de rencontre. Merci. Je vous propose de reprendre le partage d'écran pour la suite du diaporama, qui sont plus des éléments de méthode maintenant. Les modalités pratiques. Donc, Sandrine, si tu veux continuer. Donc, nous vous parlons des ateliers. Donc, nous vous donnons au moins 3 rendez-vous, le 8 juin, le 9 juin, le 10 juin, par secteur d'activité. Un atelier à Ajaccio sur pêche et aquaculture. Le 9 juin, sur les denrées animales, les productions spécialisées, que sont les pommes, l'huile d'olive, la châtaigne et amandes et le miel. Et le 10 juin, sur les produits végétaux. Alors, l'objectif de ces ateliers, c'est de comprendre ce que l'on produit et de consolider les chiffres que nous avons présentés avec Laura et également leurs projections sur 10 ans, comprendre ce que l'on ne produit pas et pourquoi, et essayer donc d'identifier les moyens de pouvoir développer l'agriculture, voire de créer de nouvelles filières. Alors, nous avions pressenti en amont de cette réunion un 4e atelier. Et au vu de cette réunion, nous allons donc
mettre en place un atelier céréales, spécifique céréales qui sera transversal. Donc, nous allons communiquer au plus vite cette date. Alors, par rapport, vous pouvez donc vous inscrire aux ateliers via notre site internet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien dans le chat. Le micro coupé depuis longtemps, je ne sais pas. Alors, on vient de me dire que mon micro était coupé, mais je ne sais pas depuis quand. Depuis que tu as dit que tu mettrais le lien dans le chat. Ah oui, donc c'est parfait. Voilà, mais écoutez. Mais est-ce que sur les projets, vous avez entendu Vous avez entendu sur les projets? Non, tu peux reprendre. D'accord, excusez-moi. Donc, je mettrai aussi le lien sur les projets. Donc, les projets, donc c'est le troisième exercice qui nous est demandé, c'est de faire remonter les projets structurants pour la Corse. Ces projets seront collectivement labellisés et pourront faire l'objet de financement. Donc, il ne s'agit pas de répondre simplement à un questionnaire. Il faudra également étayer avec un dossier très complet les projets. Par exemple, le projet, ça peut être le mythe, ça peut être l'atelier petit ruminant et bien d'autres encore qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Et pour prendre une observation qui est apparue, il est évident que le projet de mythe, marché d'intérêt territorial, c'est vraiment le projet de mise en relation de l'amont et de l'aval, et éventuellement aussi la structuration de la relation en B2B. Voilà, donc vous avez compris que derrière notre ambition, il y a une attente de projets structurants, projets qui vont faire l'objet d'une priorisation en matière de financement, mais là, je laisserai ensuite Monsieur le Préfet nous détailler cela. Avant de le laisser conclure, je vais vous inviter à vous inscrire à la fois aux ateliers, à la fois dans la réponse au questionnaire. Alors, même si dans un premier temps, les projets ne sont pas complètement finalisés, nous aurons probablement un peu de temps pour le faire, hein, mais il faut pas. Et c'est pour ça que je vous disais que ce travail se perdurera probablement au-delà de juin, enfin même certainement au-delà de la fin juin. Je vais donc, je ne sais pas ce que fait Sandrine, là, je ne sais pas ce que vous voyez. Ah, là, il voit je pense qu'elle envoie des fichiers avec le lien de chat. Donc, je vous propose à moins qu'il n'y ait des prises de parole, avant clôture, je remercie tous les participants de leur présence. Vous avez bien compris que ce format, nous l'avons choisi pour faire passer un certain nombre d'informations qui vont vous amener à réfléchir, informations qui vont vous être individuellement transmises. Nous vous transmettrons également les résultats des travaux que nous avions entrepris en 2023 pour la loi d'orientation agricole et pour la concertation sur l'eau, dans lequel les filières s'étaient déjà projetées sur leur avenir à 10 ans. Nos services vont les consolider pour chiffrer ce que ça sous-entend en termes de développement, reviendront vers les filières pour les co-valider, de façon à ce que l'on ait des ateliers qui soient
des ateliers décisionnels, non pas des ateliers de constat. Donc, je vous invite vraiment à participer massivement, à vous inscrire. Et est-ce qu'il y a des prises de parole? Monsieur Colombagne? Oui, merci Madame Beretti. Moi, je voudrais revenir sur la gouvernance. Il est indispensable, si on veut développer un projet pour la Corse, qu'il y ait une gouvernance spécifique. L'ODARC, la CDC, doit être chef de file de ce projet et il faut une déclinaison totale autour de la responsabilité de chacun. On ne peut pas continuer à vivre avec une chambre qui soit sous tutelle de l'État, mais qui est financée largement par l'ODARC, la CDC et l'État. On ne peut pas continuer à demander à Paris d'intervenir pour nous à Bruxelles, alors que lorsqu'ils le font, ils peuvent le faire avec des incidences qui sont complètement désastreuses pour la Corse. Je pense notamment aux fonctionnaires mis en examen et qui vont être jugés en septembre 2027 parce qu'ils ont reconnu pour la Corse les chenets et les châtaigneraies, notamment pour les ruminants. Il faut absolument que la CDC et l'ODARC aient les pouvoirs que peut lui donner justement une autonomie pleine et entière et mettre de la clarification. Aujourd'hui, les agriculteurs ne savent plus à qui s'adresser, qui est responsable de quoi. On est dans un flou artistique, excusez-moi. On ne sait pas, par exemple, je parlais de Vadine tout à l'heure, qui était envahi par les rats. Finalement, on ne sait pas qui est responsable. On parle du foncier, on ne sait pas qui est responsable. Pourtant, la commission foncière est sous la responsabilité de la CDC, mais d'autres choses sont de l'État. On veut absolument avoir un atelier sur la gouvernance. Et je ne comprendrai pas, et je me permettrai d'en faire part à l'opinion publique, que cette demande ne soit pas relayée par les gens qui, justement, dans un mois, vont discuter de l'avenir de la Corse, notamment à travers un statut d'autonomie. Pour l'agriculture, on veut aussi savoir où on va et avec qui. Merci. Est-ce que... Oui. Loulou, excusez-moi, Loulou, pour te répondre, hein, je pense que la conférence sur la souveraineté, ce n'est pas le lieu pour discuter de la gouvernance. L'ODARC va présenter son projet. Non, ah, basta. Regarde bien, on va présenter le projet avec Allez. Le projet Incroyable. pour l'agriculture sur lequel on a travaillé tous ensemble avec des orientations précises. On va faire des réunions, on va présenter ce projet-là. Je pense que la conférence sur la souveraineté, c'est dans un premier temps de structurer l'agriculture avec des outils, hein, que ce soit sur les exploitations pour la transformation ou pour la commercialisation. Après, tout ce qui concerne la gouvernance, le foncier, on a quand même travaillé ces derniers temps sur un projet. Donc, ça sera dans ce cadre-là que l'on présentera le foncier, la gouvernance, bien que ce soit en lien avec la souveraineté, hein, mais nous allons présenter notre projet. Mais depuis quand ça fait 6 mois qu'on a fini les ateliers et on n'a toujours pas de compte-rendu sur les différents thèmes qu'on a abordés. Dominique, moi je suis obligé de m'inquiéter. C'est un sujet essentiel, la gouvernance. On le voit, les problèmes entre l'État, la CDC, les agriculteurs, l'agriculteur de base, il ne sait plus à quel sein se vouer. Il faut de la clarification. Donc, moi, je le demande aussi bien à toi qu'au préfet de région. Je veux dire, quand est-ce qu'on parle de gouvernance, savoir qui fait quoi et surtout qui est responsable de quoi. Donc, que ce soit au moment de la souveraineté ou à un autre moment, ça m'importe. Ce qu'il faut, c'est qu'on en parle et qu'on tranche.
Vas-y, merci, Monsieur Colombagne, merci. Bon, effectivement, c'est un sujet qui méritera des travaux spécifiques et d'autant plus important que l'on rentre dans la phase de négociation de l'autonomie de la Corse. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je remercie les participants qui ont donné qui ont fait des restitutions via le chat. Et je vous propose, est-ce qu'il y a encore une autre prise de parole? Je vous propose de laisser la parole de conclusion à Monsieur le préfet de Corse. Merci beaucoup, Madame la directrice générale, messieurs les présidents, mesdames et messieurs. Écoutez, j'ai scrupule à conclure parce que c'est le début d'un processus avec les différents ateliers. Moi, je retiens plusieurs choses quand même. C'est que j'avais dit au début de mon propos d'introduction que l'important, c'était de se concentrer sur un certain nombre de projets concrets, de les identifier, de voir comment on peut les faire avancer. On en a un certain nombre qui émergent de discussions. On a parlé des pôles petits ruminants, on a parlé des questions de stockage de céréales, on a parlé de la plateforme, on a commencé à voir naître l'idée d'une plateforme d'échange entre les producteurs et les industries agroalimentaires. On a parlé de machines à glace collectives, on a parlé de capacité d'analyse sanitaire, on pourrait parler aussi du fonds foncier, ça fait partie des débats qu'on a sur le PTIC. On voit bien qu'on a, j'avais dit tout à l'heure, une demi-douzaine, grosso modo, de projets qui peuvent être très structurants dans les prochaines années. Et on voit bien que notre discussion y conduit, et c'est très bien, et c'est ça qu'il faut continuer à travailler dans les ateliers. Les financements, d'abord, il y a des choses qui ne sont pas très coûteuses dans tout ça. La plateforme d'échange producteurs, industrie agroalimentaire, je ne suis pas sûr que ça coûte très cher. Il y a d'autres choses qui sont coûteuses. Il y a effectivement ce qu'on pourra mettre dans la prochaine génération du plan Ambition Corse si on arrive à convaincre de notre volonté, mais je crois qu'on en prend bien le chemin. Il y a ce qu'on pourra prendre au titre du PTIC. Madame Gattel, quand elle est venue en Corse il y a un mois environ, a annoncé qu'on ouvrait une nouvelle tranche de contractualisation à hauteur de 100 millions d'euros. Donc, il faut qu'il y ait de la place pour des projets agricoles dans cet ensemble-là, même s'il y a déjà beaucoup de candidats qui se bousculent au portillon. Mais en tout cas, on a un certain nombre de pistes concrètes qui se dessinent et j'en suis heureux. J'ai bien entendu le débat sur la gouvernance. C'est un débat important. C'est un débat qui est à la fois utile et en même temps qui est très dépendant du débat qui va s'ouvrir dans 3 semaines maintenant devant le Parlement. Donc, à ce stade, moi, je suis plutôt enclin à me concentrer sur les questions concrètes et en termes de gouvernance, à faire bien le slogan qu'a inventé, je ne sais pas si c'était volontaire, mais le président de la Chambre d'agriculture tout à l'heure, quand il a dit que quand tout le monde tire dans le même sens, la Corse avance. Donc, je m'en tiens là pour l'instant. Je crois qu'il l'a dit tout à l'heure, et nous, on le constate aussi, il y a un alignement de planètes qui est important sur des objectifs concrets. C'est ça que je retiens et c'est ça dont on peut souhaiter que ça prenne forme au cours des ateliers qui vont s'ouvrir maintenant. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet. Merci vraiment à tous de votre participation et je vous renouvelle inscrivez-vous aux ateliers. Normalement, vous avez le lien dans le chat. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Merci beaucoup à tous et à très bientôt, à dans 10 jours. Et n'oubliez pas qu'il faut répondre au questionnaire pour les projets. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.